Mark Carney perd la voix environnementale la plus influente de son parti. L'ancien ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a annoncé mercredi qu'il quittera son poste de député plus tard cet été. Il dit être profondément préoccupé par ce qu'il considère comme un recul de son gouvernement dans la lutte contre les changements climatiques. Réagissant à la nouvelle plus tôt cette semaine, le premier ministre remercie M. Guilbeault pour sa contribution au fil des années, notamment en matière d'environnement, avant de rappeler que les choses finissent par changer. On peut l'écouter. C'est la vie. Il y a une fin de tous les aspects d'une carrière pour tous les gens, moi inclus. Alors c'est le moment pour lui. Je comprends bien sa décision et je souhaite le bonheur à lui et à sa famille. Pour parler de sa décision, Steven Guilbeault est avec nous. Merci beaucoup d'être là, M. Guilbeault, j'apprécie. Merci à vous. Donc, vous avez dit être profondément déçu par cette nouvelle entente conclue entre l'Alberta et Ottawa, qui, bien sûr, s'inscrit dans cette foulée du protocole d'entente qui avait été conclu au mois de novembre, au moment où vous avez décidé de quitter le cabinet. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette nouvelle entente qui vous a convaincu que le moment était venu pour vous de quitter? C'est effectivement un recul en matière de lutte au changement climatique. Par exemple, sur la tarification industrielle pour le carbone, nous nous étions engagés à la renforcer, cette tarification-là, notamment quand on a abandonné la tarification pour les consommateurs. Or là, ce n'est pas ce qu'on fait. On ne renforce pas la tarification industrielle. On reporte de 10 ans l'atteinte d'objectifs que nous avions établis pour 2030. On reporte ça à 2040. Donc, ça veut dire que dans cette décennie-là, je ne dirais pas que c'est une décennie perdue en matière de lutte au changement climatique, mais on ralentit beaucoup le rythme d'action. Alors, le Canada va continuer de lutter contre les changements climatiques, mais en termes d'efforts, selon certaines analyses indépendantes qui ont été faites, c'est quelque part entre le tiers et la moitié de l'effort que l'on consacrait au changement climatique auparavant par rapport à aujourd'hui. Donc, parlons des conséquences concrètes parce que vous l'avez évoqué, on a vu des changements concernant le plafond sur les émissions. Il y a davantage de développement énergétique qui pourrait se reproduire. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour l'atteinte des cibles du Canada? Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est crédible de penser que le Canada puisse toujours atteindre ses cibles pour 2030, 2035, 2050? Non. Et d'ailleurs, vous n'entendrez plus les représentants du gouvernement parler de 2030 ou de 2035 parce qu'ils savent très bien, là, c'est des gens brillants, intelligents, ils savent très bien qu'on ne peut plus atteindre nos cibles, même si ces cibles-là sont des obligations légales au Canada. Il y a une loi qui encadre ça et qui astreint le gouvernement légalement à atteindre ces cibles-là. Alors, le gouvernement va avoir un problème assez rapidement là-dessus. Et même pour 2050, dans l'entente qui vient d'être signée avec l'Alberta, on ne dit plus que nous allons atteindre la carboneutralité en 2050. On dit que nous allons essayer d'atteindre la carboneutralité. Alors, c'est pas très engageant. Une partie de l'attrait de Mark Carney lors des dernières élections fédérales, c'était cette idée de sa crédibilité sur les changements climatiques, ne serait-ce en raison de son rôle passé en tant qu'envoyé spécial des Nations unies pour l'action climatique et la finance. Est-ce que vous avez l'impression que les Canadiens se sont fait promettre une chose sur les changements climatiques et qu'à l'heure actuelle, on leur offre quelque chose de complètement différent? Bien, clairement, le premier ministre et son équipe ont décidé de changer de cap sur la question des changements climatiques et il est le premier ministre, il est le chef du parti, il a certainement le droit de faire ça. Je pense que, d'un côté, mais de l'autre côté, je pense qu'il y a des gens qui sont en droit et qui se posent des questions sur comment expliquer ce changement de cap-là. Moi, je n'ai hélas pas d'explication à leur fournir. Même au sein du parti, je ne suis pas le seul qui est inconfortable avec ce changement de direction-là. Il y a plusieurs de mes collègues députés libéraux qui le sont également. Et je pense que ce sera au gouvernement, au premier ministre d'expliquer au cours des prochains mois pourquoi le changement de cap et quels seront les résultats de ça. Parce que présentement, là, on ne les connaît pas, mais on va les connaître assez rapidement. J'aimerais vous montrer une caricature de Shel Chapleau qui est parue dans la presse plus tôt ce mois-ci. Oui. On y voit Mark Carney retirer un masque pour révéler Stephen Harper, pendant qu'on voit l'arrière-plan visiblement horrifié. À quel point est-ce que cette caricature correspond-elle à ce que vous ressentez actuellement? Je pense que cette caricature-là a été faite après que j'ai commenté un document de discussion qui a été présenté par le document sur des réformes à l'évaluation d'impact. Et à ce moment-là, j'avais pas dit le premier ministre Carney est pire que le premier ministre Harper, mais j'avais dit par contre que ce qui est proposé en termes de réforme et de recul sur l'évaluation d'impact et sur la consultation du public pour les grands projets va plus loin
que ce qui avait été proposé à l'époque par Stephen Harper. Alors, et parfois, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors, cette image-là vient de vous expliquer, explique très bien ce que je voulais dire par ça, je pense. Il y a un argument qu'on entend beaucoup ces temps-ci qui se résume, en gros, je pense, à le contexte a changé. Le monde a soif d'énergie. Le Canada doit veut diversifier ses exportations. Le Canada a beaucoup d'énergie à vendre au reste du monde et ce serait une erreur, selon plusieurs, de ne pas en faire davantage pour développer nos ressources et les mettre sur le marché. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là et comment ça évidemment, a des répercussions pour la lutte du Canada contre les changements climatiques? Je suis respectueusement en désaccord avec ces arguments-là. Donald Trump était président des États-Unis lors de la dernière campagne électorale canadienne, lorsque nous avons fait notre plateforme électorale qui mentionnait 28 fois la lutte au changement climatique et qui ne mentionnait pas une seule fois le mot pipeline. Les tarifs étaient déjà en place à ce moment-là. Donc, c'est pas vrai que depuis, il y a à peine un an où on a eu cette élection-là, le monde a changé de façon radicale. Mais même avec la guerre en Iran, le détroit d'Ormuz... J'allais dire qu'effectivement, il y a ce changement-là qui est un changement important, qui, de l'avis de l'ensemble des experts, va avoir des impacts sur les prix, les cours mondiaux du pétrole, mais ce sont des impacts temporaires. Il n'y a personne ou à peu près qui dit que ça va durer des années. Or, construire un nouveau pipeline, construire de nouvelles infrastructures pour augmenter la production de pétrole, ça prend des années. Est-ce que la demande pour ces produits-là sera encore là? Alors que d'autres affirment au contraire, et je pense notamment au PDG de l'Agence internationale de l'énergie, qui dit que ce qui se passe présentement dans le détroit d'Ormuz va accélérer la transition énergétique, va faire en sorte qu'il y a de plus en plus de pays qui vont se dire, nous, on est tannés d'être dépendants des combustibles fossiles, et pour la plupart de ces pays-là, qu'ils ne produisent pas, dépendants des marchés internationaux, dépendants de la volatilité du prix de cette commodité-là, et qui vont accélérer la transition. Alors, il y aura encore moins un marché. Donc, peut-être que maintenant, oui, mais est-ce que ce sera encore vrai dans 6 mois? Est-ce que ce sera encore vrai dans 2 ans, dans 10 ans? Je pense qu'on peut en douter. Vous avez évoqué tantôt le fait que vous n'êtes pas le seul au sein du caucus libéral à avoir des inquiétudes par rapport à la direction du gouvernement Carney sur le changement climatique. Même avant la signature de cette plus récente entente avec l'Alberta, il y avait une lettre, un groupe de députés, de 14 députés qui avaient écrit au premier ministre pour leur faire part de leurs inquiétudes. Comment est-ce que vous décririez le malaise au sein du caucus libéral? Est-ce qu'on devrait s'attendre à avoir davantage de critiques publiques ou même d'autres départs, selon vous? Il faut d'abord comprendre que tout le monde ne pense pas de la même façon au sein du caucus du Parti libéral. Il y a des gens qui sont très inconfortables avec ce qui se passe, avec ce changement de cap-là, des gens qui sont modérément inconfortables et des gens qui sont très à l'aise. Alors, je pense que c'est important de le dire. Je ne veux pas donner l'impression que tout le monde, comme moi, est mal à l'aise. Est-ce qu'il y a plus que 14 députés qui sont... Oui, ouais. Oui. J'ai parlé à des gens qui n'ont pas signé cette lettre-là, que moi j'ai signé d'ailleurs, là, sans surprise, je pense, et qui ne l'ont pas signé pour toutes sortes de raisons, mais qui sont mal à l'aise. Après ça, bon, je pense que c'est à chaque personne, chaque député, d'évaluer quel est leur rôle et quelle peut être leur influence. Et peut-être que certaines arriveront à la conclusion que moi, je suis mieux de rester à l'intérieur et essayer de faire changer les choses de l'intérieur. Et c'est une décision que je respecte tout à fait. Est-ce que d'autres gens décideront d'imiter mon geste? C'est une bonne question et hélas, une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Justement, cette idée de pouvoir changer les choses depuis l'intérieur, c'est en fait ce qui a motivé, je pense, votre décision de vous joindre au Parti libéral en 2019, pardon. 2019, ouais. Une décision qui avait fait sourciller quand même plusieurs à cette époque. Vous avez contribué au fil des ans à bâtir en grande partie l'architecture climatique actuelle du Canada, une architecture qui maintenant est en train, en partie, d'être démantelée. Sur le plan personnel, qu'est-ce que ça vous fait de voir tout ce travail remis en cause? Bien, bon, d'abord, comme vous l'avez précisé, c'est pas l'ensemble du plan qui est remis en question, mais une partie quand même non négligeable, c'est vrai. Mais je retiens de mon passage en politique que je n'aurais pas pu, par exemple, aider à convaincre 196 pays dans le cadre de la COP15 en 2022 à Montréal de protéger 30 % de la planète si je n'avais pas fait le saut en politique. Je n'aurais pas pu inscrire dans le droit canadien le droit à un environnement sain pour la première fois de l'histoire de notre pays.
je n'aurais pas pu bannir les plastiques à usage unique. Alors, je pense que j'estime, peut-être c'est un peu pompeux de ma part, mais j'estime avoir fait œuvre utile en politique et avoir aidé à faire avancer la cause environnementale. Mais cela étant, je pense qu'on peut le faire de toutes sortes de façons. On peut certainement le faire en politique. Je l'ai fait avant la politique. Je vais maintenant continuer de le faire à l'extérieur de la politique, dans d'autres forums, de d'autres façons. Stephen Guilbeault, on va devoir s'arrêter là-dessus. Merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.